Nous sommes le 21 février 2009 lorsque la Sûreté du Québec reçoit un appel des plus troublants. Au bout de fil, une mère qui, d'une voix inquiète, supplie qu'on envoie immédiatement une patrouille au domicile de son fils pour qu'ils effectuent un contrôle de bien-être. Elle ajoute au contexte qu'elle et son conjoint se trouvent sur place, qu'ils cognent à la porte, que la voiture de leur fils est stationnée devant la maison, mais qu'ils n'ont aucune réponse. Elle mentionne qu'au cours d'un appel qui avait eu lieu tard la veille, que son fils avait tenu des propos préoccupants et qu'elle s'inquiétait pour lui et pour ses petits-enfants sous la garde de leur père à ce moment-là. Elle précise qu'ils se sont déplacés chez leur fils et qu'à leur arrivée, leur inquiétude s'est intensifiée lorsque la maison ne présentait aucun signe de vie. La mère insiste et supplie la police d'intervenir. Aujourd'hui, je vous raconte la triste, mais surtout tragique affaire Guy Turcotte. Il s'agit d'une histoire où se mêlent détresse humaine, incompréhension et horreur. Un geste impardonnable dont le Québec se souviendra toujours. Bienvenue à Mockshot. Ce matin-là du 21 février 2009, aux alentours de 10h45, Patrick Bigras et son collègue Marc-Antoine Bigré de la Sûreté du Québec vont se rendre au 240 rue Beaune à Piémont suite à l'appel de Marguerite Fournier qui, à l'autre bout du fil, est inquiète de l'état dépressif de son fils, Guy Turcotte. À leur arrivée, ils constatent que la voiture de Guy est bel et bien stationnée devant la maison, mais qu'en effet, aucun bruit ni signe de vie ne provient de l'intérieur. Les parents de Guy, déjà présents, confirment qu'ils n'ont obtenu aucune réponse après avoir frappé plusieurs fois à la porte, ce qui renforce leur inquiétude et justifie une intervention immédiate. Sans plus attendre, les policiers décident alors de forcer une fenêtre pour entrer dans la demeure. Et lorsqu'ils y parviennent, ils observent que le rez-de-chaussée est absolument calme, complètement silencieux, et ce jusqu'à ce qu'un bruit en provenance de l'étage attire leur attention. En montant les escaliers, les policiers vont faire la découverte de taches de sang sur le cadre de la porte de la salle de bain. Et ce qu'ils s'apprêtaient à découvrir allait malheureusement les hanter pour le reste de leur jour. Une scène horrible qu'ils décriront plus tard comme un vrai carnage. Ce sera à peine quelques instants plus tard qu'ils feront la découverte des corps sans vie d'Anne-Sophie, 3 ans, et d'Olivier, 5 ans. Les deux enfants étaient dans leur lit, en pyjama. C'est terrible. Dans les secondes suivantes, sous le lit de la chambre principale, les policiers vont retrouver Guy Turcotte, le père des deux enfants, torse nu, couvert de sang et de vomi, dans un état semi-conscient. Les policiers ont ensuite déplacé le lit et vont procéder à son arrestation. Bouleversé par la scène, Patrick Bigras de la Sûreté du Québec va admettre plus tard avoir traité Guy Turcotte d'imbécile. Et ce dernier lui aurait alors répondu qu'il le sait. Et ça, je tiens à le dire pour plus tard parce que cette affirmation-là prouve, selon moi, qu'il avait conscience à ce moment-là de tout le mal qu'il avait commis. Mais là, avant de poursuivre dans l'histoire, j'aimerais ça vous parler du parcours de Guy, de sa rencontre avec Isabelle, la mère d'Olivier et d'Anne-Sophie, ainsi que de la dynamique qu'avait le couple ensemble. Ça va setter le ton de l'histoire et je pense que c'est pertinent d'apprendre à connaître le contexte avant de se plonger dans l'incompréhension totale des gestes qu'il a posés. Donc, Guy Turcotte est né le 21 avril 1972 à Saint-Jérôme et selon mes calculs, il avait donc 37 ans au moment des faits. Après le secondaire, il entreprend des études en médecine à l'Université Laval et c'est d'ailleurs lors d'un 5 à 7 étudiant qu'il va faire la rencontre d'Isabelle, qui elle aussi était étudiante en médecine à l'époque.
Ils commenceront à se fréquenter en 1999 et rapidement une relation se développe entre les deux, ce qui surprend presque Guy. Elle était selon lui out of his league et en effet, Isabelle, elle est super belle, intelligente, extravertie et dégage une énergie qui attire les gens, là. Et je l'imagine vraiment comme un petit rayon de soleil comparativement à Guy qui lui était plus introverti. Il était donc évidemment flatté là, qu'une femme comme Isabelle s'intéresse à lui. Et donc, il va rapidement s'attacher et il va développer des sentiments pour elle. Et à sa grande surprise, ben, ce sera réciproque. Et malgré leurs différences de personnalité, ben, Isabelle et Guy vont toutefois se découvrir plusieurs affinités, comme la médecine, des valeurs similaires et des projets d'avenir communs. Ils aiment voyager et ils ont également chacun beaucoup d'ambition. Leur relation va donc se développer naturellement et ils vont vivre plusieurs moments heureux ensemble. Toutefois, une première rupture va avoir lieu en 2001, mais celle-ci ne va pas durer longtemps, là, seulement quelques mois, et j'ai pas plus d'informations concernant ça, mais les deux vont se remettre ensemble et amoureux plus que jamais, ils vont se marier en 2003. Dans les mêmes temps, ils vont s'installer ensemble à Prévost dans les Laurentides. Lui va devenir cardiologue alors qu'Isabelle complétait sa formation pour devenir urgentologue. Et la même année, la famille s'est agrandie avec la naissance d'Olivier en 2003, puis celle d'Anne-Sophie qui va suivre en 2005. Et selon Isabelle, qui mentionnera tout ça plus tard, leur relation n'a jamais été simple, qu'elle décrit comme étant parsemée de hauts et de bas. En 2007, une nouvelle crise éclate et lorsque l'idée d'une séparation est évoquée, Guy Turcotte s'effondre en lui disant qu'il n'y arriverait pas sans elle et en la suppliant de rester. Et là, j'ouvre une petite parenthèse ici, là, mais ce type de comportement est d'ailleurs typique dans une relation où est-ce qu'il y a de la violence conjugale lorsque les conjoints n'acceptent pas la séparation et la perte de contrôle qui en résulte. Parce que la non-acceptation d'une rupture, ça reste un facteur de dangerosité à considérer dans une période qui entoure l'annonce d'une séparation, surtout quand on est dans une relation de violence conjugale. Et j'en glisse un petit mot ici, là, mais c'est à retenir parce que on va en reparler plus en détail plus tard. D'après mes recherches, là, je tiens à le dire, il semblait toutefois sincère à ce moment-là lorsqu'il demandait à Isabelle de lui laisser une seconde chance. Et malgré les tensions, ben, l'amour et le désir de vouloir faire fonctionner le couple prend le dessus et Isabelle, évidemment touchée par les émotions de Guy, ben, elle va décider de rester avec lui et ensemble, ils vont se promettre de travailler sur leur couple. Rapidement, ben, Isabelle, elle va s'investir, elle va entreprendre des démarches, ira s'informer pour avoir des pistes de solutions afin de faire fonctionner le couple et pour tenter d'améliorer la communication qui, entre autres, est l'un des aspects difficiles de leur relation. Et je me permets de faire une autre petite parenthèse là, avec ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, mais ça aussi, c'est une réaction typique chez les femmes prises dans le cycle de la violence conjugale. C'est souvent observé que les femmes vont vouloir tout faire dans l'espoir de sauver le couple et souvent, elles vont même s'épuiser pour tenter d'améliorer la communication et d'apaiser les tensions. Et ça, encore, là, j'en glisse un petit mot, mais on va en reparler plus en détail au cours de l'épisode. À travers tout ça, bien, on voit réellement qu'elle cherche à reprendre le contrôle de sa vie. Non seulement elle prend action pour améliorer les conflits conjugaux, mais elle décide aussi de se concentrer sur elle et de prendre soin d'elle. Donc, elle va s'inscrire au gym pour s'aérer l'esprit, bouger son corps, mais également pour se défouler. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Martin, son entraîneur personnel. Martin, c'est un homme marié et sa conjointe Patricia travaille elle aussi comme entraîneur au même centre sportif. Et là, très rapidement, les deux couples composés de Guy et Isabelle d'un côté et de Martin et Patricia de l'autre vont rapidement commencer à se rapprocher, ils vont devenir amis, puis ils finissent par se fréquenter de plus en plus jusqu'à devenir un très bon couple d'amis. Et là, je tiens à le dire, là, mais j'ai pas de source précise sur ça, mais j'en déduis que les enfants connaissaient Martin et Patricia dans un contexte amical où est-ce que leurs parents se voyaient régulièrement. Là. Genre, on connaît tous les amis de nos parents quand on est jeune. Et ça, je le souligne brièvement parce que, selon moi, c'est un détail important parce que ça permet un peu d'éclairer certains propos qui vont être évoqués par Guy plus tard.
Dans le même élan, Isabelle, elle décide aussi de consulter un communicateur qui est nommé Luc Tremblay et elle le voit un peu comme une sorte de coach de vie et elle va même jusqu'à suggérer à Guy de prendre rendez-vous avec lui à son tour afin qu'ils puissent améliorer ensemble leur communication en ayant chacun des points individuels à améliorer. Donc encore une fois, on voit très clairement qu'Isabelle, là, à ce moment-là, elle tente encore de sauver leur couple. Donc, elle se renseigne, elle entreprend des démarches, elle propose des pistes de solutions et elle lui donne la deuxième chance qu'il lui a demandé. De son côté, Guy va avoir accepté de consulter Luc Tremblay, mais c'est toutefois questionnable, selon moi, de se demander s'il le fait en réaction à l'ultimatum d'Isabelle ou par réel désir de vouloir travailler sur lui. On sait toutefois que Guy va rapidement développer un lien de confiance avec cet intervenant et on va y revenir plus tard dans l'histoire parce que ce lien de confiance-là va jouer un rôle important tout au long du procès et même par la suite lorsque Guy va se retrouver en prison. Ce sera en juillet 2008 que les tensions vont refaire surface et cette fois-ci, elles sont beaucoup plus persistantes. Il y a peu de détails sur la nature des conflits, mais ce serait un peu à ce moment-là qu'un certain détachement se serait installé entre Guy et Isabelle. Notamment, la communication serait de plus en plus conflictuelle. En juillet de cette même année, la famille part en voyage à Whistler et, selon certaines sources, ils y étaient avec les enfants ainsi que les parents de Guy. Donc, c'était un gros voyage familial et les deux, autant Isabelle que Guy, vont s'entendre pour dire que le voyage a été un réel désastre. Ils se sont chicanés pratiquement tout le long, à tous les jours, puis c'était vraiment pas un voyage qui a été le fun, c'est ce que les deux vont dire. Sinon, selon un article de la presse publié en 2011, j'ai lu que dans ces mêmes eaux-là, Isabelle soupçonnait que son mari était attiré envers les hommes. Elle aurait découvert dans cette même période que son conjoint écoutait de la pornographie masculine et elle va dire plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle a baissé les bras en affirmant qu'elle ne pouvait pas se battre contre l'orientation sexuelle de Guy. Tout ça a été mentionné lors du procès et c'est pour ça que je me permets d'en parler dans l'épisode. Pendant ce temps-là, toujours en 2008, Isabelle continue de travailler sur ses objectifs personnels. Elle décide de se concentrer sur elle-même. Elle continue à avoir son coach de vie, à s'entraîner plusieurs fois par semaine. Et peu à peu, elle et Martin vont se développer une plus grande complicité. Ça va s'installer comme ça au début, de façon subtile, mais rapidement, ils vont continuer à se rapprocher davantage. Un jour, alors qu'ils se retrouvent tous les deux à Québec, ils vont franchir une certaine limite et ce serait à partir de ce moment-là qu'ils seraient devenus amants et les deux vont tromper ensemble leurs partenaires respectifs. Et toujours cette même année-là, alors que le temps des fêtes approche, Guy travaille énormément. Ce sera aussi la première fois qu'il va être de garde à l'hôpital pour Noël et donc il anticipe beaucoup son temps des fêtes, surtout parce que Isabelle, sa mère ainsi que les enfants vont passer les vacances du temps des fêtes à Cuba. Donc, pour Guy, le temps des fêtes va être particulièrement difficile. Il sent les tensions grandir dans son couple et en même temps, il s'ennuie profondément de sa famille. Il dira plus tard qu'il se sentait seul et qu'il avait accumulé une grosse fatigue à ce moment-là, ce qui avait certainement, selon lui, accentué son état dépressif. À leur retour de voyage, contre toute attente, il remarque immédiatement qu'Isabelle semble plus distante avec lui. Et selon lui, lorsque le couple avait célébré le jour de l'an dans un bar avec Martin et Patricia, par exemple, il affirme que cette soirée-là, Isabelle semblait éprouver du plaisir sans réellement tenir compte de sa présence. Il raconte même qu'elle dansait avec d'autres personnes, mais qu'elle semblait vouloir refuser de danser avec lui. Toujours selon lui, ce soir-là, personne n'aurait pu deviner qu'ils formaient un couple, tellement Isabelle semblait désintéressée. Et là, j'ai pas la version d'Isabelle sur cette soirée-là, donc je tiens à le dire, là, il s'agit vraiment juste de la perception de Guy dans ce que je vous raconte. Et à partir de ce moment-là, tout ça va basculer très vite parce que le 14 janvier 2009, Patricia, la femme de Martin, va annoncer à Guy que leurs partenaires respectifs entretenaient une relation extraconjugale ensemble. Elle a découvert des lettres et des courriels échangés entre Isabelle et Martin et elle ira jusqu'à se déplacer au lieu de travail de Guy pour lui présenter les preuves en question.
Au début, Guy refuse de rencontrer Patricia sous prétexte qu'il travaille et qu'il n'avait pas la tête à ça. Tu sais, il venait tout juste d'apprendre la nouvelle et à travers tout ça, je pense que c'est quand même raisonnable de penser qu'il avait peut-être besoin de prendre le temps de digérer l'information. Et finalement, on sait que malgré qu'il se sent inévitablement détruit là, par cette nouvelle-là, Guy va choisir de ne pas agir sur le champ parce que dans 2 jours, la famille prévoyait de partir en direction pour le Mexique. Donc, il va justifier ça en disant qu'il ne voulait pas gâcher leurs vacances et donc, il décide de faire comme si de rien n'était. À un certain moment donné, sur la route menant à l'aéroport pour leur voyage au Mexique, la chanson Les Hirondelles des Cowboys fringants se met à jouer dans l'auto. Et au procès, Guy va dire qu'il s'est mis à pleurer durant le trajet et qu'à ce moment-là, Isabelle avait posé une main sur son cou pour le réconforter. Et là, malgré son désir de ne pas ruiner le voyage familial, lors de la première soirée, Isabelle va découvrir sur Facebook une publication de Patricia dénonçant publiquement la relation extraconjugale entre Isabelle et Martin. En réalisant que Guy a vu ou verra sans doute cette publication, elle décide de le confronter immédiatement en lui demandant, premièrement, s'il était au courant. Il va lui dire que oui, et à ce moment-là, elle va décider de le confronter, lui demandant pourquoi il ne lui avait rien dit. Il va dire qu'il ne voulait pas que le voyage se passe aussi mal que le précédent, là, celui à Whistler. Et pour le reste du voyage, évidemment, très peu de détails sont connus et on ignore s'ils en ont reparlé davantage. Mais toutefois, ce serait à partir de ce moment-là qu'il devient clair que le couple était sur le point de se séparer de façon définitive. Selon certaines de mes sources, j'ai quand même lu qu'ils auraient pris leur distance pendant le séjour au Mexique et que dès leur retour au Québec, soit le 24 janvier, Guy aurait commencé à magasiner une nouvelle maison et aurait entrepris dès le lendemain de louer temporairement une maison meublée à Piémont. Quelques jours plus tard, il va acheter des décorations pour aménager la chambre de ses enfants afin qu'ils se sentent aussi bien chez lui que chez leur mère. Il emménagera à son appartement dès le lundi 26 janvier et une garde partagée sera rapidement mise en place. Donc, comme vous vous en apercevez, là, tout ça se déroule sur un très court laps de temps. On sait que pendant environ une semaine, les enfants vont alterner entre l'ancienne maison familiale et celle louée par Guy. Et selon un article de la presse, le 28 janvier, Guy aurait voulu passer une soirée en tête-à-tête avec son fils. Et lorsqu'il serait arrivé à Prévost, donc la maison familiale qu'Isabelle va garder, il aurait constaté que les 2 enfants se faisaient garder. Donc là, à ce moment-là, Guy était fâché parce qu'il aurait préféré être avec les enfants à ce moment-là plutôt qu'Isabelle les fasse garder. Donc là, suite à un appel entre lui et Isabelle avait autorisé Guy à prendre la relève le temps qu'elle revienne de ses commissions ou de son rendez-vous. Là, c'était pas clair à ce niveau-là. Mais après 1 heure ou 2 heures d'attente, il se serait fâché et serait reparti avec les 2 enfants chez lui à la maison qu'il louait. Et lorsqu'elle serait revenue chez elle, Isabelle, elle aurait constaté que Guy et les enfants n'étaient plus là. Donc, elle aurait appelé Guy, qui à ce moment-là lui avait dit qu'elle avait gâché la soirée père-fils qu'il avait prévue et qu'elle avait fait, selon lui, exprès. Et il serait ensuite allé reporter Anne-Sophie chez sa mère à Prévost. Et à ce moment-là, il aurait dit à Isabelle qu'elle était vraiment méchante. Au début du mois de février, Guy part pour un congrès à Mont-Tremblant. Et selon les sources, il noie sa peine dans l'alcool dans la soirée du vendredi. Et le dimanche 8 février, lorsqu'il est de retour à la maison qu'il va louer à Piémont, la réalité le frappe de plein fouet lorsqu'il se retrouve seul, sans ses enfants et sans Isabelle. À ce moment-là, c'est la première fois que la solitude le frappe aussi fort. Il va dire plus tard que cette soirée-là, il se retrouvait à pleurer sur un banc de neige au téléphone avec son fils qui lui racontait que plus tôt dans la journée, il était allé au Carnaval de Québec avec sa mère et Martin. Et à ce moment-là, Guy va tomber dans une spirale obsessive. Il se sent remplacé, humilié, trahi. Et de son point de vue, Martin occupait déjà une place importante dans la vie de ses enfants, ce qui était très difficile à accepter pour lui,
qui trouvait ça inacceptable. Et bien sûr, ce sont seulement les perceptions rapportées par Guy et son ressentiment de la situation. Toutefois, je pense qu'il existe un contexte à considérer selon moi. Soit celui où Isabelle et Martin se voyaient peut-être déjà en présence des enfants à l'époque où les deux couples se fréquentaient en tant qu'amis. Tu sais, c'est des enfants, là, puis je le rappelle, ils n'avaient que 5 ans et 3 ans. Puis quand on est jeune, on n'a pas conscience de ce qui se passe puis de toutes les difficultés que peuvent engendrer un contexte de séparation. Mais tu sais, c'est sûr que si Olivier il raconte au téléphone à son père qu'il a passé une belle journée avec sa mère, puis Martin, of course que c'est pas le fun à entendre pour Guy. Mais il faut être capable de comprendre que dans un contexte où est-ce que, pour l'enfant, Martin, il a toujours été le fun, il connaissait peut-être Martin de quand ses parents le fréquentaient dans un contexte amical, bien, c'est sûr que ça vient teinter un peu la relation qu'il avait déjà avec cet adulte-là. À partir d'ici, je vais me mettre comme à énumérer un peu la chronologie des événements, de ce qui s'est passé environ une semaine avant la journée du drame. Donc, le lundi 9 février, Guy va apprendre par un voisin que dès son départ, le 26 janvier, Martin aurait commencé à s'installer dans la maison et qu'il y avait passé pratiquement tous les jours depuis son départ. Cette nouvelle le bouleverse profondément et le même jour, il contacte un agent immobilier qu'il connaît pour amorcer l'achat d'une nouvelle propriété. Donc, le mardi 10 février, cette journée-là, Guy va avoir la garde des enfants. Il retourne à son ancienne résidence pour récupérer un chandail et à ce moment-là, il va se retrouver face à face avec Martin qui était installé dans la cuisine avec un café à la main. Lorsqu'il va l'apercevoir, la tension va escalader rapidement et Guy va perdre son calme. Donc, il va se mettre à lancer des accusations envers Martin et il va lui donner un coup de poing au visage. Martin ne va pas répliquer à la violence de Guy en estimant qu'il exprime une accumulation de frustration et il va dire aussi qu'il pensait à ce moment-là que c'était légitime considérant toute la situation entre lui et Isabelle. Mercredi le 11 février, Guy va faire une offre d'achat pour une propriété située à Prévost, à proximité de la résidence familiale qu'Isabelle souhaite conserver. 2 jours plus tard, donc le vendredi 13 février, Guy va signer une contre-proposition pour cette même maison-là et celle-ci sera acceptée. Étant donné que les enfants étaient avec lui cette soirée-là, les parents de Guy vont venir passer la nuit à Piémont, la maison qu'il louait temporairement, parce qu'il va être de garde cette soirée-là et il peut être appelé à tout moment pour aller travailler. Donc, ses parents étaient venus au cas où que les enfants avaient besoin de se faire garder. Le mardi 17 février, Patricia, l'ex-conjointe de Martin, découvre de nouveaux courriels entre Isabelle et lui. Elle décide de les transmettre à Guy et celui-ci, par la suite, va prendre rendez-vous avec son coach de vie avec qui il va discuter de la séparation et va également préparer la médiation qui est prévue le 3 mars. Le mercredi 18 février maintenant, Guy va avoir la garde des enfants cette journée-là. Il va transférer les courriels transmis par Patricia dans la section pourriel de son compte et va dire plus tard ne jamais les avoir lus. Le jeudi 19 février, les enfants sont avec Isabelle. Guy va acheter des médicaments pour eux, donc afin d'en avoir à sa disposition lorsque les enfants sont avec lui, notamment pour l'asthme d'Olivier et l'eczéma d'Anne-Sophie. Le soir, une dispute éclate par téléphone. Guy rappelle plusieurs fois Isabelle, qui, elle, va lui raccrocher la ligne au nez. J'ai pas plus de détails à ce sujet-là. On est maintenant le vendredi 20 février 2009, soit donc le jour du drame. Ce matin-là, Guy va se lever aux alentours de 5 heures du matin. Il commence sa journée du bon pied en allant au gym s'entraîner. Lorsqu'il va passer devant son ancienne maison, je soupçonne qu'il y est allé par curiosité malsaine. Il va constater que la voiture de Martin est stationnée là, alors que celle d'Isabelle est absente. Donc, à ce moment-là, il en déduit que Martin garde les enfants, chose qu'il considère totalement inacceptable. Donc, il décide d'entrer dans la maison sans avertir
et il va se retrouver à sa grande surprise devant Isabelle. Et là, à ce moment-là, une grosse chicane va éclater entre les deux et il va finir par quitter les lieux tout de suite après. Et là, tout ça, ça a eu lieu très tôt le matin. Et donc, la dernière fois qu'Isabelle va voir son fils, ça va être lorsque celui-ci va quitter pour aller à l'école. Elle va lui dire au revoir de la main et ce sera le dernier souvenir qu'elle va avoir de lui. Selon la chronologie des événements, Guy va arriver à l'hôpital vers 8 heures ce matin-là. Et là, je tiens à le dire, mais il y a des gens de mon entourage qui ont connu Guy dans un contexte professionnel. Et évidemment, je leur ai posé plein de questions et je me permets de dire que 17 ans plus tard, ils sont encore sensibles à l'histoire quand je leur parle de cette tragédie-là et c'est comprenable vu la gravité de ce qui s'est passé. Selon eux, Guy avait l'air normal cette journée-là. Il était comme à l'habitude et rien ne pouvait laisser présager qu'un tel drame allait se produire. Ils m'ont dit que Guy était un collègue bien normal, qu'évidemment jamais il ne l'aurait cru capable de faire ça. Et ce drame les a inévitablement bouleversés, eux aussi. Et d'apprendre qu'un collègue ait commis un geste aussi impardonnable, là, ça doit être bouleversant. Là. La preuve, encore aujourd'hui, ils en parlent avec tellement d'émotion. On sait que ce matin-là, il envoie 2 courriels à Isabelle dans un échange qui sera plus tard déposé comme élément de preuve. Vers midi, Isabelle va laisser Anne-Sophie à la garderie et lui offre plusieurs becs sans savoir que c'est la dernière fois qu'elle va la voir. C'est tellement triste et ça me brise tellement le cœur, cette histoire-là, là, ça n'a pas de bon sens. Elle retourne ensuite à la maison pour se préparer pour un week-end entre amis prévu depuis longtemps au Massif. Elle et Guy s'étaient entendus pour qu'ils aient les enfants cette fin de semaine-là. Et donc, en après-midi, vers 15h45, Guy est allé récupérer Anne-Sophie à la garderie et Olivier à l'école. Il va informer Isabelle qu'il va aller passer chercher les raquettes des enfants à la maison. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle va l'aviser d'avoir changé les serrures de la maison, étant donné ce qui s'était passé plus tôt. Et cette information-là va provoquer chez Guy une crise de colère. Et là, dans une analyse de violence conjugale, ça se traduit comme étant une perte de contrôle supplémentaire pour Guy, qui à ce moment-là accepte pas que son ex-conjointe ait changé les serrures. Pourtant, Isabelle était en droit de le faire, parce que je tiens à le dire, elle et Guy sont plus ensemble et ils n'habitent plus sous le même toit. Puis je me permets une autre parenthèse. Ici, là, j'en ai glissé un mot plus tôt, là, mais on parle souvent de violence conjugale, mais on entend très peu parler de violence conjugale post-séparation. Mais cette réalité-là, là, elle existe et dans la majorité des cas, elle s'inscrit dans la continuité de la violence déjà vécue. Et je veux mettre de l'emphase sur ça là, parce que cette histoire-là, ça illustre parfaitement cette réalité-là. Et encore pire, ça prouve jusqu'à où cette perte de contrôle peut mener. Et c'est pas normal qu'un désir de mettre fin à une relation mène à des actes aussi violents. Et je me permets de pousser un peu ma parenthèse là parce que depuis le début de l'année 2026, les chiffres le montrent. Les féminicides sont en hausse, la violence conjugale est en hausse et l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle est tristement vraiment d'actualité là. J'enregistre mes épisodes un peu à l'avance. Et c'est encore arrivé le 11 février, là, il y a 2 enfants qui ont été assassinés par leur père et celui-ci avait un lourd passé de violence conjugale et d'autres crimes. Puis des histoires comme ça, là, ça me brise le cœur et à chaque fois, c'est une fois de trop. Puis une fois de trop depuis vraiment trop longtemps déjà. Là. Pour en revenir à l'histoire, on se souvient à ce moment-là, Guy n'est pas content parce qu'Isabelle a décidé de faire changer les serrures. Donc, alors qu'elle est toujours sur la route, elle va offrir à Guy de faire demi-tour pour aller chercher les raquettes chez elle et aller les lui porter. Encore une fois, on voit qu'elle tente de trouver une solution, mais Guy va refuser sous prétexte qu'il était mieux de ne pas l'avoir. Et encore là, ça, selon moi, c'est des menaces. Isabelle va témoigner plus tard lors du procès que durant ce même échange téléphonique, Guy Turcotte lui aurait dit qu'elle n'avait pas le droit de changer les serrures, que c'était encore sa maison. Et finalement, il aurait terminé l'appel en lui déclarant la guerre et pour le citer,
il aurait dit à Isabelle « Tu veux la guerre? Eh bien, tu vas l'avoir. » De 16h à 16h21, il se trouve avec les enfants dans un club vidéo. Les caméras les filment pendant que les enfants choisissent des films de Caillou et de Winnie. Guy va aussi prendre un film pour lui. Il va acheter le coffret Les Cités d'or et des croustilles. Et là, la vidéo, elle est accessible sur Internet. Là, je l'ai regardée pour être en mesure de vous en parler. Puis honnêtement, là, c'est vraiment épeurant là, de voir qu'il agit normalement. Puis la vidéo est vraiment normale. Là. On voit un père au club vidéo avec ses 2 enfants. On a tous déjà fait ça avec nos parents quand on était jeunes. On voit ces 2 enfants qui ont de l'air heureux de passer la soirée avec leur père. Puis c'est tellement triste en sachant que c'est la dernière fois qu'on a vu les enfants en vie. Lorsqu'ils vont arriver à la maison, selon ce que j'ai lu, ils refusent que les enfants mangent les chips avant le souper. Donc, il va leur donner des carottes. Il va ensuite préparer le souper, donc du spaghetti, pendant que les 2 enfants vont regarder un dessin animé. Et après avoir mangé, ils vont retourner devant la télévision. Et à ce moment-là, il faut le savoir, Guy, il est profondément malheureux. Il se met à pleurer et selon son témoignage, à ce moment-là, ses 2 enfants auraient tenté de le consoler en lui disant qu'ils l'aimaient, en lui donnant des câlins et en leur exprimant leur affection. Et toujours le 20 février, maintenant entre 17h17 et 19h04, Isabelle aurait tenté de joindre Guy à 6 reprises. Et chaque fois, il lui raccrochait la ligne au nez dès qu'elle commençait à parler. Et là, inquiète de ce comportement-là, elle a décidé d'annuler toutes ses cartes de crédit. Là, ça a été son premier réflexe, en craignant qu'il fasse des dépenses impulsives sur ses comptes. Et plus tard, Isabelle, c'est super triste, là, elle va avouer qu'elle s'en veut de ne pas avoir réalisé plutôt qu'il pouvait faire du mal à ses enfants. Et je le mentionne, là, mais dans un contexte traumatique comme celui-là, c'est normal de culpabiliser après coup. L'humain est fait comme ça, tu sais. On se culpabilise, on se remet en question. Mais je tiens à le dire haut et fort, Isabelle, elle n'a absolument rien à voir avec la mort de ses enfants. Ce qui s'est produit relève uniquement d'une réaction complètement irrationnelle de la part de Guy et rien, absolument rien ne viendra jamais justifier le geste qu'il a commis cette soirée-là. Isabelle va affirmer au procès que Guy ne l'avait jamais frappée, qu'il n'avait jamais été violent physiquement avec elle. Cependant, avec le recul, elle reconnaît avoir été victime de violences verbales et psychologiques au cours de la relation. Et c'est pour ça que je vous en parle depuis le début. Elle admettra toutefois qu'elle aussi avait peut-être parfois fait usage de violences verbales envers Guy, un problème persistant dans leur relation qu'elle décrira comme une spirale dans une dynamique qui était toxique. À 18h27 maintenant, Guy allume l'ordinateur. Il affirme avoir utilisé son ordinateur voulant éviter que le son de la télévision ne dérange les enfants qu'il dit avoir couchés très tôt. De 18h27 à 18h31, il consulte des anciens courriels échangés entre Isabelle et Martin, puis ensuite silence numérique. Aucune activité jusqu'à 18h55. De 18h55 à 19h43, il effectue des recherches Internet sur des méthodes de suicide sans douleur et sur l'éthylène glycol, mieux connu sous le nom du lave-glace. De 19h43 à 20h09, l'activité de son contenu ordinateur indique qu'il est retourné compulsivement lire les messages échangés entre Isabelle et Martin durant et après leur voyage qui avait eu lieu au Mexique. Vers 20h15, sa mère l'appelle, il décroche puis raccroche aussitôt. À 20h27, il va laisser un message à son agent immobilier pour annuler sa présence à l'inspection qui était prévue le lendemain. Il prévient aussi la gardienne qui devait s'occuper de garder les enfants en disant qu'il n'aura finalement pas besoin de ses services. Peu de temps après, il va rappeler sa mère et va lui confier son désarroi en évoquant sa séparation, l'infidélité d'Isabelle et son sentiment d'avoir été trahi. Il dit aimer chacun des membres de sa famille et inquiète, sa mère va tenter de l'apaiser. Guy va finalement mettre fin à l'appel suite à un bâillement de sa mère. Il va lui dire qu'il veut la laisser dormir et donc il raccroche.
Et la mère de Guy va être affirmative au procès en disant que l'appel s'est terminé à 21h40 précisément. Et à partir de ce moment-là, il ne communiquera plus avec l'extérieur pendant les 13 prochaines heures. Ses parents vivaient à Saint-Hubert, donc assez loin d'où vivait Guy, et sa mère, inquiète du ton de son fils, craignait qu'il envisage de mettre fin à ses jours. Sans voiture, elle devait attendre le retour de son mari vers 23h30, et lorsque celui-ci est arrivé, elle aurait tenté de le convaincre d'aller vérifier l'état de Guy à Piémont. Mais celui-ci a répondu qu'il préférait attendre à demain en pensant que leur fils avait peut-être tout simplement consommé de l'alcool. Et là, vers 8h30 le lendemain matin, Mme Fournier, la mère de Guy Turcotte, va tenter de joindre son fils par téléphone, et sans succès. Et là, inquiète, elle va convaincre son mari de partir immédiatement pour Piémont. Et là, lui aussi inquiet, il va accepter. Ils vont arriver devant la maison vers 10h40 et la voiture était là, mais comme je l'ai mentionné en début d'épisode, personne ne répondait. C'est donc à ce moment-là qu'ils ont composé le 911. C'est dans la soirée du 20 février 2009, donc la veille au soir, que Guy Turcotte a assassiné ses 2 enfants. Le lendemain matin, le 21 février 2009, lors de l'intervention policière telle que je vous l'ai décrite en début d'épisode, les agents de la Sûreté du Québec vont découvrir les corps sans vie d'Olivier, 5 ans, et d'Anne-Sophie, 3 ans. Les enfants étaient dans leur lit et tous les 2 recouverts de sang. La scène témoigne d'un niveau de violence inimaginable et tel que vous pouvez vous en douter, les policiers présents sur les lieux en resteront marqués à jamais, tellement la scène était troublante. Les constats d'autopsie détaillent l'ampleur des blessures. Olivier a été poignardé 27 fois, 16 coups à l'abdomen, 4 dans le dos et 7 aux mains ainsi qu'aux poignets. Ces dernières blessures sont compatibles avec des gestes défensifs, témoignant d'une tentative désespérée de vouloir se protéger. Anne-Sophie présente pour sa part 19 blessures par arme blanche, toutes situées majoritairement à l'abdomen. Elle a été retrouvée avec une poignée de cheveux dans la main, interprétée comme une réaction réflexe au moment de l'attaque. Au total, Guy Turcotte va avoir administré 46 coups de couteau à ses enfants. 46, c'est beaucoup trop. C'était déjà beaucoup trop, là, mais 46 sur des enfants aussi jeunes, c'est impensable. Vraiment. Lors de sa découverte sous le lit, il est immédiatement arrêté puis transporté à l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, son lieu de travail. Les intervenants sur place n'arrivent pas à croire que l'homme décrit comme ayant tué ses enfants est nul autre que leur collègue Guy Turcotte. Lors de son hospitalisation, il refuse d'abord de coopérer, il ne veut pas révéler ce qu'il a avalé et prétend s'être intoxiqué au Tylenol. Il pleure, il crie, demande de voir ses résultats et dit vouloir signer un refus de traitement et répète vouloir mourir. Il affirme qu'il aime ses enfants, mais dit qu'il les a tués. Ses propos alternent. Il dit qu'il aime Isabelle profondément, puis laisse éclater des propos haineux envers elle par la suite. Et vers 14h30, il finit par admettre avoir bu environ 2 litres de lave-glace la veille aux alentours de 20h. Vers 15h, on va lui administrer un traitement pour contrer l'intoxication au méthanol et l'effet va le rendre loquace et désinhibé. Il parle plus fort et se met à évoquer un infirmier qu'il admire autant qu'il jalouse. Vers 19h, il est transféré à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal parce que le personnel de Saint-Jérôme considère être en situation de conflit d'intérêts, évidemment. Et pendant ce temps-là, Isabelle va apprendre la tragédie alors qu'elle se trouve à Charlevoix.
Et honnêtement, là, il n'y a rien de plus horrible que ça, là. C'est inimaginable pour un parent de s'imaginer vivre ça, là. Cette histoire-là, c'est honnêtement une des pires histoires que j'ai entendues dans toute ma vie. Et j'ose même pas imaginer la douleur, l'incompréhension et la colère qu'Isabelle a ressentie en apprenant la nouvelle et la douleur qu'elle ressent encore à chaque jour. Dans les jours suivants, Guy Turcotte est d'abord hospitalisé en psychiatrie au pavillon Albert Prévost et va être transféré à l'Institut Philippe Pinel le 26 février. 2 jours plus tard, donc le 28 février, Guy va chercher à joindre son coach de vie, Luc Tremblay, qui va accepter d'aller lui rendre visite à l'Institut. Le 1er mars, donc 8 jours après les faits, Guy Turcotte va laisser un long message sur la boîte vocale de son département à l'hôpital. Il s'excuse auprès de ses collègues, les remercie un à un, puis finit par réclamer le remboursement des frais du congrès et d'un chèque de 300 $ qu'il aurait perdu, en expliquant qu'il aurait besoin de cet argent-là afin de payer plusieurs avocats. Il précise aussi que quelqu'un va venir passer ses effets personnels. Le même jour, les enfants vont être exposés au complexe funéraire des Trembles à Pointe-aux-Trembles. Et le 2 mars, l'abbé Raymond Gravel va célébrer les funérailles. Il avait tenté de parler à Guy Turcotte à Pinel, mais le docteur Talbot, qui s'occupait de Guy, avait jugé la démarche prématurée et n'avait pas transféré l'appel, ce qui avait mis Guy Turcotte en colère lorsqu'il va l'apprendre ensuite. Le 7 mars, Luc Tremblay se rend à Pinel pour le rencontrer à nouveau. Il le trouve bouleversé, en pleurs et rongé de remords. Guy Turcotte lui raconte des souvenirs fragmentaires de la soirée du drame, y compris la manière dont il a tué ses enfants. Un récit que Luc Tremblay décrira plus tard comme étant profondément marquant. Pendant cette période, Guy va demander à ses parents de récupérer ses biens à sa maison, ainsi que plusieurs cadeaux destinés à Isabelle. Il fait aussi modifier son testament et sa police d'assurance-vie pour remplacer Isabelle par ses parents comme bénéficiaire. À la fin du mois d'avril, il va appeler Patrick, le frère d'Isabelle, pour lui présenter des excuses à lui ainsi qu'à leur mère. Patrick va lui reprocher d'avoir plongé Isabelle dans une épreuve immense et lui dit qu'il devrait tout lui laisser. Mais à ce moment-là, Guy Turcotte lui répond qu'il ne peut pas faire ça parce qu'il a besoin d'argent, ajoutant qu'il doit payer les frais de 4 avocats, l'un pour la cause criminelle, un autre pour le divorce, un pour récupérer ses biens à Piémont et un dernier pour sa démission du Collège des médecins. Alors incarcéré à la prison de Rivière-des-Prairies en attente de son procès, Guy Turcotte avale 65 comprimés de calmants qu'il avait accumulés. Il est alors transféré temporairement à Pinel, puis il sera renvoyé à la prison des Rivières-des-Prairies plus tard ensuite. Le procès de Guy Turcotte va être l'un des plus médiatisés de l'histoire judiciaire québécoise et va connaître, vous le savez sans doute, un long parcours judiciaire. Le 25 mars 2010, Guy Turcotte est officiellement cité à procès. Son premier procès va commencer le 18 avril 2011 et dès le 9 mai de cette même année, il va être amené à témoigner devant jury. Ce sera donc le 5 juillet 2011, après 6 jours de délibération, qu'il sera déclaré non criminellement responsable de ses crimes par le jury et il sera interné à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. À l'époque, là, nul besoin de vous dire que ce verdict avait choqué tout le monde. Peu de temps après, donc le 22 juillet 2011, la Couronne va faire appel à ce verdict. Guy Turcotte aura sa première audience devant la Commission d'examen des troubles mentaux le 3 novembre 2011. À travers tout ça, dans une entrevue qu'elle a accordée à Tout le monde en parle, Isabelle affirme qu'elle devra pour le reste de sa vie payer le prix du geste que son ex-conjoint Guy Turcotte a posé envers ses 2 enfants, un geste qu'elle considère
dirigé contre elle et par vengeance. Elle le dit clairement. Selon elle, cet acte était une façon de l'atteindre et je suis sincèrement du même avis qu'elle. Et à travers toutes les procédures, elle soutient qu'il n'a jamais démontré la moindre empathie à son égard. Il ne se serait jamais excusé. Il aurait plutôt cherché à se défendre, à rassembler des témoignages pour appuyer sa cause. Et durant l'entrevue, je tiens à le dire, je la trouve d'une force impressionnante. On sent que c'est pas facile. Et elle le dit elle-même, qu'elle a de l'air forte, mais qu'elle ne l'est pas. Et elle affirme qu'elle ne sera plus jamais la même, qu'elle va aller mal à jamais et qu'elle devra vivre pour toujours avec une tristesse immense parce qu'on lui avait enlevé ce qu'elle avait de plus précieux, ses 2 enfants. Elle explique aussi à quel point les démarches pour obtenir de l'aide sont difficiles. Elle parle du formulaire à remplir lorsqu'on est victime d'un crime. Je le rappelle, elle est médecin, elle a l'habitude de remplir ce genre de documents. Et malgré ça, elle le dit, ce formulaire-là était extrêmement pénible à compléter. Les termes, les définitions étaient vraiment strictes. Entre autres, on lui a dit qu'elle n'était pas une victime, mais plutôt une proche de victime. Mais quand on t'enlève tes enfants dans un acte de vengeance, comment est-ce qu'on peut pas te considérer une victime? Selon moi, ça fait aucun sens et la distinction est lourde de conséquences parce que les services offerts ne sont pas du tout les mêmes. Elle explique avoir reçu seulement 3 000 $ pour les frais funéraires, une somme insuffisante, là, évidemment. Elle explique aussi avoir reçu 2 000 $ seulement pour compenser une perte salariale. Et elle explique aussi avoir reçu seulement 10 séances de psychothérapie sans possibilité de prolongation. Et elle mentionne qu'elle a la chance d'avoir un bon salaire, de pouvoir manquer quelques jours de travail et d'absorber certains coûts à ses frais. Mais elle le dit avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'empathie. C'est pas la réalité de tout le monde et c'est pour ça qu'elle tient à le dénoncer à voix haute. Puis je suis entièrement d'accord avec elle et c'est pour ça que je l'ajoute à l'épisode. De mon point de vue, il paraît logique de recevoir un soutien financier et psychologique adéquat lorsqu'une situation de la sorte se produit parce que c'est impensable autrement, là, tu sais. Donc, quelques mois plus tard, le 12 décembre 2012, les commissaires jugent que Guy Turcotte a fait du progrès. Il est allé en psychothérapie, il sait identifier ses mécanismes de défense et donc il va être libéré sous conditions strictes, tandis que la couronne poursuit ses démarches pour obtenir un nouveau procès. Et selon le comité d'examen des troubles mentaux, Guy Turcotte représente un risque pour la société, mais un risque qu'il considère acceptable. Et là, je serais curieuse d'avoir la définition là, parce que de mon point de vue, acceptable, je trouve que c'est vraiment pas le bon mot, là. Mais bon, c'est bien juste mon opinion. Et à travers tout ça, ben Isabelle, elle va affirmer que elle a l'impression que ses enfants sont pas considérés dans les décisions, qu'on semble davantage se poser la question à savoir si Guy est apte ou non à vivre en société, mais que c'est comme si on oubliait que à travers tout ça, 2 enfants étaient morts. Et avec connaissance de l'affaire, là, je me permets de dire que je suis parfaitement d'accord avec elle. Le 13 novembre 2013, le directeur des poursuites criminelles et pénales va ordonner la tenue d'un second procès. Selon la couronne, l'ex-cardiologue ne pouvait pas être tenu non criminellement responsable de ses gestes parce que celui-ci avait volontairement consommé du lave-glace avant de commettre son crime. En effet, la couronne va soutenir que l'intoxication de Guy Turcotte, ça relevait d'un geste suicidaire volontaire, ce qu'il a lui-même reconnu. Et selon la procureure, cette démarche intentionnelle, c'était incompatible avec le principe de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Un élément soulevé par Isabelle va, entre autres, ajouter du poids à l'argument de la couronne lorsqu'elle va rapporter que lors d'une conversation téléphonique, Guy Turcotte lui aurait confié qu'il n'avait pas eu le courage de se tuer
parce qu'il ne voulait pas qu'elle hérite de son testament. Et ça, cette déclaration-là, ça suggère qu'il était lucide, qu'il comprenait la portée de ses actions et qu'il était toujours en mesure de raisonner normalement à ce moment-là. Et là, en novembre 2013, comme je viens de vous le mentionner, il va y avoir un second procès. Et le nouveau procès devait s'ouvrir le 14 septembre 2015. Et ça, c'est un point qui avait, à l'époque, fortement alimenté la controverse là, concernant justement sa situation en attendant les procédures parce que malgré la gravité des gestes qui lui étaient reprochés, il n'était pas incarcéré là, durant cette période-là. Là. Ça a donc fallu près de 2 ans avant que le procès soit officiellement intenté. Et durant tout ce temps, Guy Turcotte demeurait en liberté. Et la Cour d'appel a estimé que le juge de première instance aurait peut-être dû mieux informer le jury sur un point essentiel, soit de déterminer si l'état de Guy Turcotte au moment des faits résultait d'un trouble mental ou d'une intoxication. Parce que cette distinction-là est fondamentale parce que la non-responsabilité criminelle prévue à l'article 16 du Code criminel ne peut qu'être invoquée qu'en présence d'un véritable trouble mental. En effet, selon les articles que j'ai lus, le jury n'aurait pas clairement saisi cette nuance-là lors du premier procès. Ils avaient conclu que Guy Turcotte n'était pas criminellement responsable parce qu'il n'était pas conscient de ses gestes et qu'il présentait des difficultés psychologiques. Or, selon la Cour d'appel, il fallait d'abord déterminer si ces difficultés étaient de nature psychiatrique ou si elles résultaient d'un état d'intoxication volontaire. Elle est là la nuance. Parce que la décision de consommer une substance pouvant altérer le jugement lorsqu'elle est faite en pleine conscience, ça peut pas mener à une non-responsabilité criminelle. Tu sais, par exemple, une infraction commise sous les effets d'alcool, ça enlève pas la responsabilité criminelle parce que la consommation elle-même était volontaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas ici. Et ça, c'est sans mentionner que les experts qui avaient été entendus en commission des troubles mentaux avaient tous conclu que Guy Turcotte ne souffrait pas d'aucun trouble psychotique. Les diagnostics retenus parlaient plutôt d'un trouble d'adaptation et d'un épisode dépressif, ce qui ne relève pas de la catégorie des troubles mentaux permettant la non-responsabilité en droit criminel. Lors du nouveau procès, les directives données au jury étaient donc beaucoup plus précises. Il devait déterminer si l'état de Guy Turcotte était attribuable à un trouble mental réel et l'effet de la substance consommée volontairement ne devait plus être considéré comme un facteur pouvant justifier une perte de responsabilité. Un élément intéressant va également ressortir du contre-interrogatoire de Guy qui, par ailleurs, va avoir duré au total plus de 4 heures. Le procureur cherchait à préciser le moment exact où Guy Turcotte a tué ses 2 enfants le soir du 20 février 2009. Et à ça, Guy Turcotte va affirmer seulement se rappeler qu'il faisait noir et il va soutenir avoir envisagé d'amener ses enfants avec lui alors qu'il se voyait étendu, inanimé sur son lit, ce qui expliquerait selon lui sa consommation d'un liquide toxique avant les gestes. Après 7 jours de délibération, les jurés en sont arrivés à la conclusion que les éléments présentés ne suffisaient pas à déclarer Guy Turcotte non responsable de ses gestes. Ce sera donc le 6 décembre 2015, donc près de 6 ans après les événements, qu'il sera enfin et finalement reconnu coupable du meurtre de ses 2 enfants. Plus précisément, il sera jugé coupable de 2 chefs de meurtre au second degré. Suite à cela, il sera alors transféré à l'établissement de Port-Cartier, l'une des prisons les plus sécuritaires et les plus strictes au pays, où sont d'ailleurs incarcérés plusieurs des détenus considérés comme étant les plus dangereux. Il sera ensuite transféré au pénitencier de la Macasa dans les Laurentides et en septembre 2024, il va être transféré dans un autre établissement fédéral à sécurité minimale situé à Sainte-Anne-des-Plaines. Selon les règles actuelles, sa première possibilité de libération conditionnelle
serait en 2028. Au-delà des conséquences juridiques, vous le savez, cette affaire, elle a profondément bouleversé et marqué la vie de son ex-conjointe, de ses parents, de ses collègues, des policiers ainsi que de toutes les personnes liées de près ou de loin à ce drame. Et là, un peu dans la même lignée, il y a tellement de victimes collatérales dans ces crimes-là, je viens de le dire. Et au cours de mes recherches, j'ai appris quelque chose de vraiment triste. Et vous vous souvenez, le policier qui a fait la découverte des corps en 2009, donc Patrick Bigra, qui était le premier policier à se trouver sur la scène de crime, eh bien, il s'est malheureusement enlevé la vie en 2019 et c'est vraiment triste de constater l'étendue des dégâts là, après un drame de la sorte. D'ailleurs, il y a un de ses collègues qui va expliquer que lorsqu'un policier est le premier à arriver sur une scène comme celle-là, ben l'effet de surprise peut être extrêmement violent. Tu sais, contrairement à la deuxième ou troisième ou quatrième intervenant qui, eux, savent déjà souvent un peu à quoi s'attendre, la première personne qui se retrouve à intervenir sur une scène aussi horrifiante, aussi macabre, sans aucun doute, là, c'est super bouleversant, puis ça doit être vraiment traumatisant. Et à la suite du drame, Patrick Bigra avait d'ailleurs dû prendre un arrêt de travail d'environ 2 mois et demi. Et selon ce qui a été rapporté, il souffrait d'un choc post-traumatique. Et en 12 ans au sein de la police, là, j'ai lu qu'il était intervenu sur plusieurs scènes de suicide, mais que celle à Piémont en 2009 aurait été, selon ses collègues, de loin la pire scène d'horreur qu'il aurait eu à affronter. Et tout ça, je tenais à le mentionner parce que dans ce genre de tragédie, il y a souvent tellement beaucoup plus de victimes qu'on le pense. Cette affaire qui a profondément marqué le Québec m'a également touchée personnellement. Et j'attendais la fin de l'épisode pour vous en parler. Mais ayant grandi tout près de l'endroit où le drame s'est déroulé, à seulement quelques rues, je repense souvent à cette histoire. Tu sais, Piémont, c'est une petite ville tranquille. Notre quartier, c'était un quartier super familial, chaleureux, calme. Sinon, c'était des personnes âgées là, qui y vivaient. Puis j'en parle encore à l'occasion avec une amie là, qui, elle aussi, vivait tout près à l'époque. J'en parle avec mon frère, mon père, ma mère, qui eux aussi en sont restés vraiment traumatisés de cette histoire-là. Puis honnêtement, je me rappelle à l'époque, tout le monde en parlait. Tu sais, je me rappelle la réaction de mes parents, de mon père, qui était profondément secoué. Ma mère, elle n'en revenait pas. Les voisins en parlaient à l'école. On en parlait aussi, tu sais. J'avais 13 ans à l'époque, puis j'en ai 27 ans aujourd'hui. Et cette histoire-là, je m'en souviens comme si c'était hier. J'espère avoir eu les bons mots, la douceur adéquate aussi pour aborder cette tragédie-là. Parce qu'avec le nombre important de féminicides qu'il y a à chaque année, je trouve que c'est super pertinent et malheureusement vraiment d'actualité. Et il faut en parler de ces crimes-là, c'est important. Je le dirai jamais assez, là, il faut que ça cesse. Donc, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir été attentif à l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, ça me touche beaucoup. J'espère avoir été en mesure de raconter l'histoire. Cette histoire-là qui est tellement tragique, tellement lourde, tellement difficile à raconter, mais j'espère que j'ai été capable de le faire de façon délicate et de façon respectueuse. C'est vraiment important pour moi et j'espère relever le défi avec brio. Et sur ce, je vous remercie. Si vous voulez encourager le podcast, sachez que c'est possible de le faire en donnant un 5 étoiles. Ça m'aide énormément et surtout, ça me fait vraiment plaisir. Sachez que je mets beaucoup de temps et d'énergie, de passion dans ce projet-là. Donc, de savoir que vous êtes avec moi, écoutez, ça me donne un gros boost. Donc, je vous invite à m'encourager de cette façon-là, à vous abonner aussi pour ne rien manquer. C'est possible de suivre le podcast également
sur Instagram au mugshot.podcast. J'aime ça publier des photos en lien avec l'histoire que je raconte. Je vais aussi faire des stories en lien avec les féminicides au Québec, là, concernant l'actualité, en fait, là, des féminicides au Québec. Je trouve que ça n'a pas de bon sens et c'est important de mettre en lumière ces victimes-là qui ont perdu la vie simplement parce qu'elles étaient des femmes. Et ça entre, en fait, avec la violence conjugale. Puis c'est pour ça que j'en parle à la fin de cet épisode-ci. La violence conjugale, il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. Et ça va me faire plaisir d'utiliser ma voix le plus possible dans cette cause qui me tient vraiment à cœur. Sachez que sur Instagram, c'est toujours le fun si vous écrivez en commentaire, si vous donnez votre opinion et que vous partagez ensemble votre opinion en lien avec l'épisode, ou si vous avez des cas, des suggestions de cas à me faire, sachez que c'est possible de m'écrire sur Instagram. Ça me ferait vraiment super plaisir de vous lire aussi, d'avoir votre opinion. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous remercie d'être à l'écoute. Ça fait 2 mois que j'ai le podcast officiellement, puis je trippe ma vie. J'aime vraiment ça. J'ai toujours été quelqu'un qui aime full ça écrire, qui aime ça faire des recherches. J'ai toujours aimé parler, comme vraiment beaucoup. Fait que ce projet-là, c'est vraiment comme un ramassis de toutes mes passions. Puis ça me fait triper de voir à quel point, là, tu sais, je dis ça, j'enregistre un peu à l'avance. Pour l'instant, j'ai 3 épisodes de mis en ligne et ça me touche beaucoup de voir à quel point, les commentaires que j'ai, la belle réception du podcast, je m'attendais pas à ça et ça me touche beaucoup de savoir que c'est pas juste mon chum, ma mère puis ma meilleure amie qui écoutent le podcast, mais aussi d'autres personnes que je connais de loin, mais que d'autres personnes que je connais pas aussi. Donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment cool. Je me répète un peu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, mais écoutez, ça fait partie de ma personnalité, donc c'est ça. Je fais que je le couperai pas au montage, je vais le laisser à la fin de l'épisode. Fait que c'est ça. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle semaine et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Bye!